Tu veux investir en bourse avec des ETF, super idée, sauf qu'au moment de passer à l'action, tu te retrouves confronté à un vrai problème. Lequel choisir parmi les milliers d'ETF disponibles? Et du coup, tu vas sur YouTube, tu cherches meilleur ETF, tu scrolles une ou deux vidéos, et là bon, le SP500, ça a l'air pas mal, mais bon, je suis toujours pas sûr, donc je vais aller lire un article de blog qui me dit que aussi le SP500 c'est pas mal, mais ouais bon, je comprends toujours pas trop, donc on demande à notre meilleur ami ChatGPT. Alors, le S&P 500, c'est un indice boursier américain. Et là, tu pensais être prêt, t'arrives sur ton courtier, tu tapes SP500 et qu'est-ce que tu vois? 50 ETF. Mais attends, mais c'est les mêmes noms, c'est les mêmes chiffres, lequel je dois prendre? T'inquiète pas, on va clarifier tout ça. D'abord, on va voir comment choisir le bon indice SP500 MSCI World 440 et ensuite, on verra surtout comment choisir la bonne version de l'ETF qui réplique cet indice afin d'éviter une grosse erreur lorsque tu construis ton portefeuille d'ETF. Et à la fin de cette vidéo, je te donne une liste complète des meilleurs ETF que tu peux utiliser, que tu sois sur un PEA, un compte titre ou même une assurance vie. Avant même de choisir un ETF, il va falloir se décider sur quel indice suivre, parce qu'au fond, un ETF, c'est juste un produit financier qui réplique un indice. Donc la question, qu'est-ce que tu veux répliquer? Pour ça, laisse-moi présenter 4 indices phares. Tout d'abord, le SP500, qui est souvent la base pour quelqu'un qui va investir aux États-Unis. On a 500 géants américains, Amazon, Tesla, Apple, bref, les entreprises les plus puissantes du monde, et c'est pas pour rien que le rendement historique du SP500 est très fort. Mais cependant, attention, déjà avec un SP500, tu es 100% exposé aux États-Unis. Donc si la bourse américaine descend ou même le dollar descend, ton portefeuille, il va descendre avec. Mais aussi, ce n'est pas parce que les États-Unis ont performé pendant longtemps qu'ils vont continuer dans le futur. Et on a vu notamment avec les décisions politiques de Trump, le cours du SP500 peut vite bouger. Donc attention, le SP500 performance mais forte volatilité. Ensuite, deuxième indice, on a le MSCI World qui te permet d'investir sur 1400 entreprises du monde entier. Donc très sympa pour diversifier. Cependant, attention, c'est 1400 entreprises du monde occidental. États-Unis, Europe, Canada, on va pas avoir la Chine, on va pas avoir l'Inde. Donc même si tu penses diversifier sur le monde entier, en réalité, t'investis sur le monde occidental et d'ailleurs surtout sur les États-Unis parce que dans le MSCI World, les États-Unis pèsent plus de 70%. Donc bref, ça reste un très bon moyen pour diversifier ton portefeuille. Cependant, attention, ne pense pas être exposé à l'économie du monde entier. Mais si tu as envie de compléter ton MSCI World, le troisième indice va t'intéresser, le MSCI Emerging Markets, qui va justement lui investir dans des pays qui ont été délaissés par le MSCI World. Donc la Chine, l'Inde, mais aussi le Brésil, l'Afrique du Sud. Tout ça pour dire, c'est un indice qui a un avantage fort, c'est qu'il te permet d'investir dans d'autres actions qui sont un peu moins classiques, tu as un fort potentiel de croissance. Cependant, il sous-performe le MSCI World et en plus, il est plus volatile, donc ça serait pas l'ETF idéal si tu as envie de mettre 100% de ton portefeuille sur un seul et unique ETF. Et pour finir, si tu as envie d'investir en France, si tu es patriote, tu peux investir sur un ETF 440, donc qui va suivre les 40 plus grosses entreprises françaises. L'avantage, c'est que tu es super local, hein, tu connais les entreprises dans lesquelles tu investis. Le seul problème, c'est que tu seras fortement corrélé à l'économie française, qui n'est pas forcément la plus stable en ce moment pour pas utiliser d'autres mots. Donc voilà, le TF 440, peut-être pas mettre 100% de son portefeuille dessus, mais ça peut être intéressant pour investir en France. Et selon moi, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ces 4 indices, tu as largement de quoi diversifier et j'appuie là-dessus parce que l'univers des ETF, ce n'est pas simplement répliquer des indices boursiers, ça peut être aussi des obligations, des matières premières, aussi des domaines comme l'intelligence artificielle ou même des stratégies d'investissement comme des forts dividendes, de la faible volatilité. Non, ça sert à rien, reste sur du simple, reste sur du concret. Deuxième critère important, quand tu achètes un ETF, tu deviens propriétaire d'une toute petite partie des entreprises qui composent cet ETF. Et qui dit entreprise dit dividende. Parce que chaque entreprise peut décider de reverser une partie de ses bénéfices sous forme de dividendes. Et la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que va faire mon ETF avec ces dividendes? Et là, 2 options. La première, les ETF dits distribuants. Donc ces ETF, ils vont tout simplement verser directement les dividendes sur ton compte. C'est très sympa, ça te donne un revenu régulier. Par contre, attention, si tu es sur un compte titre notamment, chaque dividende, c'est taxé. Donc, tu vas devoir t'acquitter de 30% de flat tax. Ça peut vraiment tuer ton résultat net. Ça peut tuer tes intérêts composés. Et pour reconnaître ces ETF, en général, il y a marqué DIST ou un D tout simplement dans leur nom. Deuxième option, les ETF accumulatifs. Là, pas besoin de te prendre la tête. Les dividendes sont directement réinvestis dans l'ETF. Tu ne touches à rien et tu vas voir ton capital grossir plus vite qu'un ETF distribuant parce que justement, les dividendes réinvestis vont à leur tour produire des rendements. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Et ces ETF, tu pourras les reconnaître parce que dans leur nom, il y aura sûrement marqué AC ou tout simplement A. Et le meilleur exemple pour voir la différence de performance lorsque les dividendes sont réinvestis ou non, c'est de regarder le 440. Donc, on va prendre le 440 classique et le 440 GR qui est justement un indice
ou on va réinvestir les dividendes directement dans l'indice. Résultat, rien que sur 5 ans, le 440 a pris 65%, ce qui est déjà une super plus-value. Mais par contre, le 440 GR a lui quasiment doublé. Donc on a le même indice, les mêmes entreprises, sauf que là, les dividendes ont travaillé pour toi et ça se solde par des super plus-values. Donc en résumé, tu veux voir grossir ton capital, prends un ETF accumulatif. Et sinon, si tu veux des revenus réguliers, tu prends un ETF qui distribue les dividendes. Bon, à ce moment, on a choisi notre indice, on sait comment on veut gérer les dividendes. Ça devrait être facile derrière, hein. Il suffit d'aller sur Trade Republic, on aura 2 SP500, on choisit le bon. Et pourquoi il y en a 51 ? Comment c'est possible ça ? Déjà, un ETF, il ne peut pas apparaître de manière magique sur le marché. Il faut qu'il soit créé par une société de gestion qu'on appelle émetteur. Parmi les plus connus, je t'en cite 2. Premièrement, BlackRock, sa gamme d'ETF s'appelle iShares, tu les retrouveras un peu partout. Et deuxièmement, on a Amundi, c'est une filiale du Crédit Agricole, donc ça va être des ETF très populaires en France. Et chaque émetteur va proposer sa propre version du même indice. Donc dans l'idée, on a plusieurs SP500, ça suit toujours le même SP500. Par contre, il y a un tampon de marque différent dessus. Mais ceci étant dit, même au sein d'un même émetteur, tu peux te retrouver avec plusieurs variantes du même ETF. Par exemple, si je veux un SP500 de BNP Paribas et que je cherche, je vais retrouver pas moins de 11 variantes de ce même ETF. Ils ont les mêmes noms, je sais pas, ça a l'air d'être les mêmes choses pourtant. Et non, ces ETF ne seront jamais des simples duplicats. Il y aura toujours de subtiles différences, comme par exemple la devise de cotation, ça peut être euro ou dollar, on voit EUR ou USD. Donc le SP500, quand on le prend, les sociétés derrière, c'est des sociétés américaines, donc c'est coté en dollars. Par contre, le ETF en lui-même peut être coté en dollars, donc là tout va se traiter en dollars, il n'y a pas de souci, mais peut être aussi coté en euros. Donc le prix affiché est en euros, on achète cet ETF en euros, par contre les actifs sous-jacents restent en dollars. Et je vais être très clair, ce point euro-dollar, il est flou, il est compliqué, mais s'il y a une chose à retenir, c'est que les rendements à la fin sont exactement les mêmes. Aucun de ces deux ETF ne te permet de te protéger contre la variation, la fluctuation du taux de change. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que ton courtier peut te facturer des frais de conversion. Et là, si tu as un compte espèce en euros et tu investis sur des ETF dollars, peut-être tu vas devoir payer 1% de frais de conversion. Donc ça sera 1% de moins investi. Donc moi, ce que je te recommande, c'est que si ton compte, il y a des euros dessus, bah tu prends un ETF qui est coté en euros. Et ces variantes de cotation euro-dollar, il ne faut pas les confondre avec la variante hedge de l'ETF. Là, l'émetteur, il essaie de gommer les variations du taux de change. Donc dans la théorie, oui, tu es protégé contre les fluctuations du taux de change, que l'euro monte ou l'euro baisse. Par contre, dans la pratique, ces ETF, ils ont souvent des frais de gestion qui sont supérieurs, donc ça va te coûter plus cher. Et aussi, ça ne surperforme pas forcément l'ETF de base, donc autant ne pas s'embêter. On va aussi avoir des variantes Screen, Scored, ESG, bref, c'est des critères en plus que les ETF mettent en place pour exclure des entreprises de l'indice. Par exemple, sur le SP500 Screen, on va pas avoir d'entreprise qui est liée au tabac ni aux armes. Bref, on va avoir le même indice, mais pas tout à fait. Donc, c'est plus des convictions personnelles si tu n'as pas envie d'investir dans le tabac, dans le pétrole ou des choses comme ça. Et pour finir, on va avoir la méthode de réplication physique ou synthétique. Dans le cas physique, l'émetteur de l'ETF achète vraiment les actions, alors que dans le cas synthétique, il dispose de contrats pour répliquer l'indice. Donc, on préfère souvent l'ETF physique pour sa transparence. Par contre, quand on va investir Euro-Europe avec un PEA, il n'y a pas le choix, il va falloir prendre des ETF synthétiques. Voilà, on est passé rapidement sur les critères. Si tu veux plus de détails sur le fonctionnement des ETF, je t'ai écrit un article, je te mets le lien en description. À partir de ce moment, tu peux filtrer tous les ETF qui ne t'intéressent pas, mais c'est pas pour autant qu'il ne te reste plus qu'un seul et unique choix évident. Il y a encore 3 critères, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Le premier, l'éligibilité. Est-ce que l'ETF est disponible sur ton enveloppe? Typiquement, tu as un compte titre, tu pourras acheter tous les ETF. Par contre, si tu as un PEA, tu vas être limité aux ETF européens. Et si tu as une assurance vie, tu vas être limité à ce que ton assureur te fournit via les unités de compte. Bon, je sais que ça commence à être long, les critères s'enchaînent. Donc, ce qu'on va faire pour finir, c'est prendre un cas concret avec un MSCI World. Donc, moi, l'idée, c'est que j'investis sur un PEA, je vais acheter un MSCI World, je ne veux pas gérer les dividendes. Donc, on va chercher un MSCI World accumulatif sur PEA. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Just ETF, une plateforme qui référence tous les ETF du marché. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller d'abord sélectionner notre indice MSCI World. Donc, attention, il y a beaucoup d'indices qui y ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes. On a vu ça juste avant. Donc, on sélectionne MSCI World. Ensuite, on a dit qu'on va investir sur un PEA. Donc, on va aller cocher en dessous éligible au PEA. Et pour finir, on va aller dans distribution et on va choisir capitalisation pour avoir ces fameux ETF accumulatifs. Bon, on se retrouve avec 4 ETF. On avance. Le dernier, en plus, il est coté en dollars. On a dit ça ne nous intéresse pas. Donc là, on va pouvoir se pencher sur les 2 derniers critères les plus importants. Ça va pas être la taille du fonds ou la tracking différence comme certains te le diront.
Ça, c'est vrai que quand on est sur des ETF exotiques, là, c'est vraiment pas le cas. On est sur un MSCI World, c'est un ETF solide. Donc tout d'abord, ce qu'on va regarder, c'est les frais, parce qu'on va investir sur un ETF MSCI World. Derrière, on a vu, ça va être que le même produit, ça va être juste un tampon différent. Donc autant payer le moins de frais possible. Là, chaque ETF a des frais différents. Et ce qu'on peut voir, c'est que le Amundi MSCI World Swap a des frais à 0,38, alors que le Amundi PEA Monde a des frais quasiment 2 fois inférieurs, 0,2. Ce qui est aussi marrant de voir, c'est que Amundi a littéralement 2 MSCI World qui sont des swaps, qui sont éligibles au PEA. Bref, tu vois, même au sein du même émetteur, on peut avoir quasiment les mêmes ETF, mais là, ce qui est intéressant, c'est que les frais sont 2 fois inférieurs, donc forcément, on aura envie de se tourner vers l'ETF qui a des frais les plus bas. Et la deuxième chose importante à regarder, c'est la valeur de la part. On va avoir le Amundi MSCI World Swap qui a une part à plus de 500 €, alors que les autres sont à peine à plus de 5 €. Et ça, c'est important parce que si tu investis sur un PEA, tu ne peux pas acheter de fraction d'ETF. Donc, quand tu achètes un Amundi MSCI World Swap, ça veut dire que tu vas devoir débourser presque 600 € au minimum pour acheter une part d'ETF. Et là, si tu investis que 100 € par mois, ça veut dire que tu vas pouvoir investir qu'une fois tous les 6 mois, alors qu'avec les deux autres, il n'y aurait pas eu ce problème. Donc là, on peut clairement enlever notre Amundi MSCI World Swap de la sélection. Les frais sont trop hauts, le coût de la part est trop cher, autant aller sur les deux autres. Donc si on prend d'abord notre moins cher, le Amundi PEA Monde, ce que tu vas devoir faire, c'est copier le code ISIN qui est juste en dessous là. Ce code ISIN, c'est un identifiant unique pour être sûr qu'on parle du même ETF, parce que comme tu as vu, les noms sont vraiment similaires. Vraiment, c'est très facile de se tromper. Avec ce ISIN, tu es sûr que tu vas avoir le bon ETF. Et par exemple, si on va sur ton courtier, moi je vais chez Boursorama, on va chercher cet ETF avec l'ISIN. L'ETF est là, il est dispo, il est éligible au PEA. Je peux passer mon ordre d'achat, c'est bon, pas besoin d'aller chercher plus loin. J'ai trouvé mon ETF PEA qui investit sur la MSCI World au meilleur prix. J'ai tout gagné. Voilà, c'était un peu fastidieux, mais au moins tu as tout pour faire ta recherche d'ETF. Et par contre, si t'as pas envie de t'embêter, je t'ai écrit un article à ce sujet où je référence les meilleurs ETF avec le hors-code ISIN pour que tu puisses les retrouver directement chez ton courtier. Je te mets le lien en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.